Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Didomi et Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, règles de consentement CNIL, état des lieux. Depuis plusieurs années maintenant, le consentement est au cœur de toutes les préoccupations des marques. La pression s'accélère en octobre 2020 quand la CNIL décide de mettre en place de nouvelles lignes directrices portant sur l'usage des cookies. Ces mesures devront être appliquées aussi bien sur les sites privés que sur les sites publics au plus tard le 31 mars 2021. Nous parlerons donc aujourd'hui de ces nouvelles mesures et demanderons à nos invités quels sont les enjeux relatifs au recueil de consentement pour les éditeurs, mais également pour les annonceurs, comment les marques vont pouvoir concilier expérience utilisateur et respect du processus de consentement, quelles sont les alternatives pour cibler un utilisateur tout en conciliant son consentement et le respect du règlement. Pour en discuter, Merav Grieger de Bird & Bird, Romain Gauthier de Didomi, David Folguera de Prisma Media. Bonjour, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Bonjour à toi, Merav. Bonjour Michel. Comment vas-tu ? Très bien, et toi-même ? Eh bien, ça va très très bien. Et aujourd'hui, tu vas nous éclairer sur l'état des lieux autour de ces fameuses règles de consentement de la CNIL, ainsi que Romain. Bonjour Romain. Bonjour Michel. Ainsi que toi, David, et merci d'être là parmi nous. Bonjour Michel, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Première question. Est-ce que, Merav, tu peux nous rappeler le principe de ces nouvelles directives de la CNIL et les impacts qu'elles pourraient avoir sur le marché ? Alors, on rappelle dans un premier temps les 4 critères cumulatifs du consentement. Donc, la CNIL a été plus que claire dans ses lignes directrices en octobre dernier tout particulièrement, à savoir 4 critères cumulatifs. Le consentement doit être exprimé de manière positive, il ne peut pas être déduit, il doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Alors viennent s'ajouter 2 autres particularités, là encore des précisions claires de la part de la CNIL. Le consentement doit pouvoir être retiré de la manière aussi simple, de la même façon qu'il a été communiqué. Donc il ne doit pas y avoir d'inégalité entre la manière dont on recueille le consentement et la manière dont l'utilisateur est mis en mesure de le retirer. Et enfin, elle rappelle, là encore avec force, qu'il convient de se procurer la preuve que ce consentement a été recueilli. Donc les process ne suffisent pas. Pour chaque consentement, il doit y avoir une traçabilité et une preuve. Ce qui fait beaucoup de travail pour les acteurs. Merci beaucoup, Merav, pour ce rappel autour de le côté positif du message, si j'ai bien compris. Le fait que ce consentement doit être libre, spécifique, univoque, et que je peux le donner, tout comme je peux le retirer à mon bon vouloir en tant qu'utilisateur, si j'ai bien compris. Absolument, c'est la liberté et le pouvoir entre les mains de l'utilisateur. Alors, tu as parlé de traçabilité, de complexité, et justement, Romain, à travers le service que vous proposez aux éditeurs, et pas qu'aux éditeurs, d'ailleurs, tu vas nous expliquer cela dans quelques instants, comment justement, toi, tu pourrais interpréter, si on peut parler d'interprétation, mais comment tu peux comment tu gères les principes de ces nouvelles directives CNIL et quels sont les impacts que tu penses voir apparaître sur le marché ? Tout à fait. Alors, ces principes, ils se déclinent de façon très pratique dans l'UX que vous allez mettre en place sur vos sites web. L'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, exactement. Donc, en fait, voilà, ces principes juridiques doivent se décliner de façon pratique. Et c'est vraiment ce qu'on fait chez Didomi. Ce que je rajouterais, c'est que c'est des recommandations et des lignes directives qui s'appliquent à tout type de traceur. Donc, on pense tous aux cookies, mais en réalité, c'est toute forme d'identifiant qui peut être stocké ou lu sur n'importe quel device.
Et donc il ne faut pas perdre ça de vue, surtout si vous avez des parcours de mobinautes, donc en mobilité ou sur d'autres appareils connectés. Vérifiez quand même bien que vous n'avez pas un traceur qui soit déposé ou lu par vos systèmes. Ce qui me semble important derrière ces principes, c'est que ça met un terme à un certain nombre de pratiques. Donc on parle d'actes positifs clairs. Auparavant, le consentement autour des traceurs était parfois recueilli par la poursuite de la navigation, par le scroll sur la page. Donc ça, c'est fini. Et ça va avoir des impacts assez significatifs en termes de taux de consentement, dans le sens où on entre dans un monde un peu nouveau où on n'aura certainement plus des taux de consentement autour de 95%, comme c'est le cas aujourd'hui. Et enfin, je dirais, la principale nouveauté, c'est ce choix assez important qui est mis dans les mains de l'utilisateur. Donc très concrètement, ça veut dire un bouton qui permet de refuser dès le premier niveau de navigation, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui sur l'essentiel des sites, et qui sera le cas sur tous les sites à partir du 1er avril. Et c'est vraiment ça ce qui va changer de façon vraiment visible pour tous les internautes. Merci Romain. Ce que je retiens, c'est effectivement cette notion de tout type de traceurs et pas que les cookies. Donc c'est quand même un point important parce que tout le monde fait des gorges chaudes autour du cookie-less en pensant beaucoup aussi à 2022 et cette nouvelle réglementation privée que je l'appelle ainsi de chez Google. Mais il y a également tout type de traceurs qui doivent être entre guillemets soumis à ces nouvelles directives. Et puis aussi ces fameux accords tacites liés à l'expérience utilisateur qui poursuit cette navigation, ça marche plus. Si j'ai bien compris. Exactement, non, et ça je pense que c'est vraiment la nouveauté, c'est ce qui va être mis dans les mains des utilisateurs, et ça c'est beaucoup d'incertitudes de ce côté-là, avec pas mal d'impact à prévoir sur son analytics, la façon dont on va mesurer en général les parcours et les comportements des utilisateurs sur ces sites web. Donc tout ça, on entre dans un monde un peu nouveau de ce point de vue. Merci Romain. Donc on a eu la parole juridique, la parole technologique. Maintenant, la parole d'un éditeur, par ton intermédiaire, David, chez Prisma. Ces nouvelles directives de la CNIL, c'est quoi les impacts de ton point de vue sur le marché, après le rappel qui nous vient de nous être fait par Merab et Romain sur le contenu de cette directive? Alors, déjà, comment nous, on interprète ces nouvelles recommandations de la CNIL, nouvelles, qui ont été publiées le 1er octobre et qui doivent être mises en conformité à partir du 1er avril. Première chose, c'est vrai que le consentement doit être collecté de manière positive. Jusqu'à présent, beaucoup d'éditeurs obtenaient le consentement soit au scroll ou soit sur la poursuite de la navigation. Donc maintenant, il va falloir vraiment que ça soit une démarche positive de l'internaute, donc le fameux bouton « Accepter tout ». Et d'ailleurs, ce bouton doit être vraiment mis en avant de la même manière que le « Refuser tout ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en avant plus une solution qu'une autre. Et de ce point de vue-là, il faut que l'internaute puisse faire un choix, on va dire, librement consenti. L'autre point important, c'est que il va être interdit de dropper ou d'envoyer des cookies avant la collecte de ce consentement. Donc ça, c'est également un point technique qui est assez important et pas forcément très simple à mettre en place. Et l'autre point, c'est le consentement aura une durée de 6 mois. Ce qui change aussi par rapport aux précédentes recommandations. Un point important quand même qui a été évoqué encore récemment, les éditeurs ne seront pas obligés de redemander le consentement pour les consentements qui ont été obtenus le 31 mars, même si celui-ci a été obtenu, on va dire, d'une manière différente, au scroll par exemple, sur la poursuite de la navigation. Et les éditeurs médias en particulier vont avoir la possibilité de mettre en place un cookie wall. En gros, ça va permettre en tout cas de proposer à l'internaute un choix, on va dire, autre s'il refuse le consentement. D'accord. Merci David, effectivement, pour ces précisions. Ce que je retiens quand même de ce qui vient d'être dit, c'est que pour les éditeurs, en tous les cas, il va y avoir un taux de consentement qui va chuter drastiquement. On parlait des 95%, mais on va avoir bientôt nos yeux que pour pleurer, ou peut-être, ou pas, parce que ça peut aussi donner l'occasion d'avoir des utilisateurs plus impliqués. Mais bon, peut-être que je rêve, mais peut-être que cette implication un peu plus forte peut avoir des incidences très intéressantes d'un point de vue marketing. C'est à voir, mais c'est de la pure spéculation. Et justement, puisque je fais de la pure spéculation, on va aller dans ce sens-là, à travers la deuxième question. C'est quoi les enjeux relatifs
par rapport au recueil de consentement, à la fois pour les éditeurs, tu nous en as un petit peu parlé à l'instant, David, mais également pour les annonceurs. De ton point de vue juridique, Merav, c'est quoi ces enjeux bien relatifs à ce consentement pour l'ensemble des acteurs, soyons clairs? Alors, la grande nouveauté que l'on annonce depuis déjà un certain temps avec ce RGPD, qui est en vigueur depuis 2018, c'est que désormais, toute la supply chain, tous les acteurs sont responsables. Par conséquent, aussi bien les éditeurs que les annonceurs vont voir leurs responsabilités mises en jeu. Donc les annonceurs sont de plus en plus préoccupés par le bon respect de cette réglementation et de ce consentement par justement les éditeurs et les opérateurs. Donc ça devient un enjeu global avec une responsabilité, soit une co-responsabilité, soit une responsabilité conjointe, ou en tout cas une responsabilité partagée. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait l'impression que la responsabilité incombait plutôt aux éditeurs et que les annonceurs, enfin, c'est une interprétation, une vision que j'avais de l'extérieur. Et j'avais déjà certainement peut-être tout faux, mais c'est un peu l'impression que l'on pouvait avoir au départ. Alors, la responsabilité des annonceurs pouvait être mise en jeu également, mais pas de manière aussi simple. Là, c'est évident, c'est acté, c'est gravé dans le marbre, donc c'est la préoccupation de tous. C'est ce qui fait que tout le monde se mobilise, parce que tout à l'heure en off, on échangeait et on se disait pourquoi cet engouement au respect de cette réglementation. C'est peut-être aussi parce que désormais, tous les acteurs sont responsables. Merci Merav. Alors justement, tous responsables, j'imagine que c'est de plus en plus de boulot pour Didoni, puisque les enjeux sont quand même très très importants. De ce que tu peux observer, côté éditeur, côté annonceur, c'est quoi les enjeux de ton point de vue, Romain ? Je pense que Merav va bien parler des enjeux liés à la conformité, donc au risque juridique qui va peser sur de nouveaux acteurs, dont les annonceurs, au sujet de ces consentements liés aux traceurs. Je pense qu'il y a aussi des vrais enjeux business. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière la question du consentement, il y a la question des revenus. Alors, je pense qu'un éditeur comme David pourra très très bien en parler. Le lien entre consentement et revenus est direct dans le cas d'un éditeur. C'est la monétisation qui dépend de la capacité à recueillir le consentement. Ce que des annonceurs sont aussi un peu en train de découvrir, c'est que ce lien existe aussi pour eux. Si vous êtes un e-commerçant et que vous ne pouvez plus mesurer les taux de conversion sur vos sites, ça pose beaucoup de questions sur votre capacité à acquérir correctement du trafic. Et en fait, toute cette idée de cookies qui servait à personnaliser l'expérience et à mieux mesurer individuellement ce que chacun faisait sur un site est remise en question par ces nouvelles directives. Et ça me semble être la question vraiment intéressante. C'est que, comme je le disais, on est en train de découvrir pas mal de choses de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de l'analytics uniquement sur 50 ou 60% de mon audience ? Est-ce que c'est représentatif ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à prendre des décisions correctement informées sur la façon dont j'acquiers du trafic, dont j'alloue mes budgets marketing publicitaire ? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une sorte de panel ? Avant, on était sur une audience réelle et aujourd'hui, on est sur une sorte d'audience panélisée, entre guillemets. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes derrière cette question. C'est que je pense qu'on n'a jamais on n'a jamais observé réellement son audience. Il y avait toujours un décalage. Il y a toujours eu des décalages assez considérables entre les outils. C'est vraiment lié à la technique. Et donc là, on entre dans un monde où, au fond, ça sera peut-être satisfaisant d'opérer ces décisions à partir d'un panel réduit d'internautes, dès lors qu'ils sont représentatifs. Et ça me semble vraiment intéressant parce que je pense que c'est tout simplement les métiers qui vont se transformer un petit peu. Et effectivement, avec au centre l'utilisateur qui aura quand même beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de son mot à dire, a fortiori dans un monde où ça sera de plus en plus difficile de le tracer parce qu'il y a aussi d'autres mouvements à côté de la réglementation qui bouleversent ces équilibres. Merci Romain. Alors, tu as entendu Merav dire tous responsables, aussi bien les éditeurs, et c'était très bien identifié, on va dire, dans un premier temps, que les annonceurs, ce qui veut dire qu'il y a un travail aussi d'évangélisation de la part de l'éditeur vis-à-vis des annonceurs, qui peut être un moyen, je reprends un mot qui t'est cher, Merav, pour faire du marketing juridique un peu, ce qui est pas plus mal aussi pour asseoir sa crédibilité en termes de véracité et de crédibilité des données que l'on peut diffuser. Donc, de ton point de vue, les enjeux relatifs au recueil de consentement en tant qu'éditeur, c'est quoi et comment tu les présentes à tes annonceurs aussi ? Donc déjà, côté éditeur, c'est des sujets qu'on maîtrise plutôt bien. C'est vrai que des CMP sur les sites médias ou
sur les sites médias, principalement, elles existent depuis au minimum depuis 2 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de travail pour ajuster justement au mieux les dernières directives. Mais voilà, c'est des sujets qu'on maîtrise, on a des équipes qui travaillent sur le sujet et on est plus maintenant sur de l'ajustement. En tout cas, les 3 sujets importants sur lesquels nous, on va être très vigilants et sur lesquels ça risque d'avoir un impact, c'est forcément sur l'audience. Il faut savoir que le simple bandeau qu'on avait en bas de nos sites générait du taux de rebond, c'est-à-dire des gens qui arrivent et finalement qui repartent. Et déjà, ce simple petit bandeau pouvait générer entre 5 et 15% de taux de rebond sur les sites. Donc la mise en place, on va dire, de la nouvelle réglementation avec maintenant un screen dès l'entrée du site risque d'avoir un impact sur les audiences. Le deuxième point, c'est la monétisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le rappelais, globalement, on arrivait à obtenir le consentement, on va dire, en continuant sa navigation, en scrollant, et les taux de consentement étaient assez élevés, en moyenne aux alentours des 90%. Demain, on risque d'avoir des taux de consentement beaucoup plus faibles, parce qu'ils vont être un peu plus difficiles à obtenir. Et là, la monétisation, nous, ce qu'on constate, c'est qu'une audience sans consentement génère 80% de revenus en moins qu'une audience avec consentement. Et je pense que cet inventaire publicitaire sans consentement a très peu de valeur, et je pense que cette valeur va pas augmenter dans le temps. Un exemple tout simple, Google a déjà annoncé que sans consentement, il va être même impossible pour un éditeur de simplement diffuser de la publicité, même sans données particulières, sachant que Google intervient sur à peu près 70% des transactions publicitaires. L'impact va être très fort. Donc impact sur les audiences, possible impact bien entendu sur la monétisation, et le dernier impact c'est sur la mesure. Aujourd'hui, nous on a une vingtaine de sites chez Prisma. C'est important pour nous de pouvoir identifier, mesurer les audiences intersites, aussi les performances des campagnes qu'on a avec les annonceurs, et du coup il va falloir qu'on ait une traçabilité totale, et il faut qu'on ait le consentement sur l'ensemble de la chaîne pour pouvoir gérer ces métriques. Donc c'est des gros impacts pour nous, et ça risque d'avoir des conséquences sur le marché publicitaire, ou en tout cas ce qui va peut-être en tout cas découler de tout ça, c'est un nouveau digital qui va fonctionner avec des nouvelles normes, forcément. Une sorte de digital 3.0. Ouais. C'est-à-dire le 2.0, c'était le passage de l'achat d'espace à l'achat d'audience. Et aujourd'hui, ce 3.0, c'est une audience identifiée, mesurée et qui crédibilise également, la valeur portée par les médias auprès des annonceurs, justement. Méraph, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, merci. J'ai 2 observations. Tu m'autorises? Bien sûr. Merci. La première, au regard de cette réglementation qui semble à tous contraignante et un obstacle, on constate avec ici David côté Prisma et Romain côté Didomi, que c'est pas si impraticable, parce que eux ont atteint leur objectif, ou en tout cas sont très proches d'atteindre une conformité optimale en tout cas. C'est la première observation. La seconde, alors c'est peut-être parce que je vois toujours le verre à moitié plein et que je suis assez optimiste. Mais il faut surtout en ce moment. Ouais, bon, alors je vais peut-être vous rassurer. On constate un phénomène qui est la lassitude du consentement côté utilisateur. Donc moi, je suis moins inquiète pour vos audiences, parce que je pense qu'on va assister à un effet pervers de cette réglementation, comme d'habitude. Quand on cherche à trop protéger l'individu et qu'on lui met énormément de lecture dans un écosystème qui veut de l'instantanéité, eh bien, on se met à tout accepter. Parce que quand on a besoin d'accepter, surtout quand on est sur des sites qui sont attractifs, Prisma, c'est que des sites attractifs, des contenus. En tout cas, je lis pas tout, mais je veux dire, ça répond à une certaine demande. Donc, on n'y va jamais par hasard. Donc, quand on y va et qu'on est assailli de demandes de cocher oui ou non, et on est trop sollicité. C'est pas une expérience utilisateur qui fonctionne. Donc, je pense que on va assister à l'effet pervers de cette réglementation. De ce que j'ai lu, les autorités en sont conscientes, les autorités de régulation, et donc elles sont aujourd'hui face à l'échec de cette réglementation. Donc c'est peut-être pas la mort des cookies ou des traceurs, mais la mort du consentement. On va devoir peut-être penser aussi à des outils juridiques différents.
Allez, Romain, tu veux intervenir, bien sûr. Alors, je pense qu'effectivement, il va peut-être y avoir un phénomène dans lequel les internautes vont plus consentir parce que beaucoup sollicités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà le cas. En fait, on est déjà sollicité à longueur de journée. Ce qui va vraiment changer, c'est que pour une fois, on va pouvoir refuser très très simplement. Et ça, c'est quand même un nouvel outil qu'on met dans les mains des utilisateurs. Ça va les responsabiliser, donc dans le sens où ils pourront avec le même effort, refuser ou accepter. Et je pense que ça va quand même... il y a beaucoup de gens qui, notamment par lassitude, peuvent se mettre à refuser aussi. Donc il faut quand même faire très attention à ce point-là. Et cet outil de contrôle qu'on met dans les mains des internautes, ils vont se l'approprier. Et je pense que de plus en plus, notamment si on voit apparaître des cookie walls, enfin l'idée qu'au fond, on ne peut pas accéder du contenu complètement gratuitement et qu'il faut une forme de transaction à un moment donné avec l'éditeur du contenu pour y accéder. Je pense que ça peut aider aussi à éduquer les internautes sur le fait que ils reçoivent de la valeur et que leurs données personnelles, à cet instant, au moment où ils cliquent sur le bouton « J'accepte », cette transaction s'opère et leur permet d'accéder au contenu. Donc je pense qu'on est vraiment dans cette phase où les internautes sont en train de s'éduquer sur ce sujet. Je suis d'accord avec les principes qu'on fait encore très très mal les choses du point de vue de la fatigue de consentement. C'est un peu le terme qui est employé sur le marché, qui décrit le fait qu'on est constamment sollicité, beaucoup trop souvent. C'est aussi le fait d'acteurs qui, dès qu'ils ont un refus, ressollicitent les internautes jusqu'à obtenir l'acceptation. Donc, ce qui est interdit. Ce qui est interdit. Donc ça aussi, j'invite à la vigilance là-dessus. C'est pas une bonne stratégie de réfléchir comme ça. Ça peut vous retomber dessus et je pense qu'il y aura des exemples qui seront faits de ce côté-là. Mais donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur cette notion de fatigue de consentement et voilà, je pense que c'est l'effort qui va s'engager à partir de maintenant. Merci Romain, merci Merav pour ces précisions suite à l'intervention de David. Merav, tu as dit tout à l'heure, tous responsables, et donc moi j'en déduis, tous potentiellement coupables. Si on ne suit pas ces nouvelles directives. Et notamment, je pense aux marques, je pense aux annonceurs. Donc la question, comment les marques vont pouvoir concilier expérience utilisateur et respect du process de consentement ? D'un point de vue juridique, c'est quoi la réponse ? Alors, on voit bien que côté marque, c'est déjà s'adresser à des éditeurs qui justifient de cette conformité et d'un maximum de conformité. Donc, elles ont des précautions à prendre en amont et elles vont devoir s'adresser qu'à des acteurs sérieux et qui justifient de ce sérieux. Donc, c'est la seule façon pour elles d'opérer puisqu'elles n'ont pas la main dessus, elles n'ont pas le contrôle. Mais va s'exercer un phénomène d'équilibre entre les pouvoirs et donc une marque forte va pouvoir imposer à un petit éditeur qui ne serait pas encore conforme et qui n'aurait pas, parce qu'on le voit, c'est colossal, ça demande des investissements colossaux que de se mettre en conformité à cette réglementation. Et donc aussi des ressources humaines et financières. Donc désormais, même les petits acteurs, s'ils veulent travailler avec des grandes marques ou des marques sérieuses, vont devoir se mettre en conformité. Donc ce sera le seul moyen de pression des annonceurs. Donc je pense qu'il y aura un effet vertueux à ce phénomène. Merci Merav. De ton point de vue, Romain, comment... J'allais même dire comment toi tu accompagnes les annonceurs dans le cadre de cette nouvelle réglementation, surtout sur cette question de conciliation, si je puis dire, je peux m'exprimer ainsi, entre expérience utilisateur et respect du processus de consentement. Quel est ton point de vue ? Alors, je pense qu'il faut faire simple. En fait, les marques vont devoir commencer par collecter elles-mêmes le consentement correctement. Avoir des pratiques qui soient conformes aux recommandations, pas de design trompeur, et au fond, être honnête avec leurs utilisateurs. Je pense que les marques, elles sont plutôt bien placées là-dessus parce qu'il n'y a pas cet enjeu direct de revenus associé à la notion de consentement. Vous êtes une marque de luxe, si les gens vous disent non, vous allez vendre tout autant de sacs de luxe à la fin du parcours client. En fait, le consentement n'est pas directement lié à votre revenu. Et au contraire, des marques comme Apple ont bien compris, c'est si vous respectez la vie privée des gens, les gens vous le rendent. Il y a des études très intéressantes là-dessus qui montrent que parmi les populations éduquées, sensibles aux questions de respect de la vie privée, ça devient un motif de choix, en fait, le fait qu'on respecte sa vie privée. Donc, le fait d'être transparent, honnête et de poser honnêtement la question avec j'accepte, je refuse, ça va être positif rassurant même pour l'utilisateur. Et je pense que les marques ont intérêt à investir dans cette idée-là plutôt que de chercher à tout prix à forcer le consentement, en fait. Après, je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui doivent être réfléchis et qui vont commencer à être travaillés. C'est-à-dire, aujourd'hui, on recueille le consentement tout de suite dès l'atterrissage à la première page pour tout.
J'ai peut-être la naïveté de penser que c'est pas forcément la meilleure solution. C'est-à-dire on pourrait réfléchir un peu plus intelligemment à comment est-ce que le consentement, peut-être plus progressivement, peut-être de façon plus contextualisée, peut-être à la demande, en fonction des services qu'on délivre. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas du tout creusées sur ce sujet parce qu'on en est vraiment au tout début. En fait, on est vraiment en train de subir la vague réglementaire. Et je pense que c'est aux marques de commencer à réfléchir à tout ça en termes d'expérience utilisateur, en termes de relations clients, et comment est-ce que elles vont traduire cette nouvelle réalité, le respect de la vie privée dans leur relations clients en général. Et là, pour moi, il y a un champ d'innovation très très intéressant à explorer. Je suis tout à fait d'accord. Merci Romain Mérave, oui. Avec ce que dit Romain, et j'encourage ce travail d'autorégulation par les acteurs. Merci Mérave. Alors, je te voyais, David, acquiescer à ce que disait à l'instant Romain et ce que venait de ponctuer Mérave également. Et je parlais tout à l'heure d'un potentiel marketing juridique dans l'accompagnement justement des marques pour les éditeurs à justement cette réflexion autour de la conciliation expérience utilisateur et respect du processus de consentement, de ton point de vue. Pour le coup, pour les sites médias, le revenu est directement corrélé au consentement. Mais malgré tout, on n'est pas du tout inquiet. Encore une fois, on suit bien les choses, on travaille sur le sujet depuis longtemps. Et par contre, là où je pense que le web va changer, c'est qu'on va proposer maintenant un deal aux internautes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils viennent sur nos sites, il y a du contenu de qualité, il y a des marques et des rédactions derrière qui font un travail, qui rendent un service. Et c'est vrai que quand je disais que le web va changer, c'est ça. C'est-à-dire que depuis 20 ans, en fait, on arrive sur les sites, on repart, on ne sait pas vraiment... tout le monde n'a pas forcément conscience du travail qu'il y a derrière et du coût finalement et du gain du service qu'on obtient. Donc le deal aujourd'hui qu'on va nous proposer aux internautes, il est assez simple, c'est de s'engager, auprès de nos marques. C'est par exemple donner son consentement. Ou si on ne veut pas donner son consentement, c'est peut-être se loguer. On a aujourd'hui lancé Prisma Media Connect qui permet de se loguer pour avoir des services au sein de nos sites, commenter des articles, avoir le dark mode sur les sites, voilà, profiter de services ou bien de payer. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fameux cookie wall. Le cookie wall, c'est le fait de proposer une alternative aux internautes qui ne souhaitent pas donner leur consentement. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'on va bien entendu trouver ce deal avec les internautes. Chacun voudra s'engager de manière différente, mais ce qui est évident, c'est que plus un internaute va s'engager, plus il va être simple pour les éditeurs de continuer à pousser et à offrir ces services. Et l'enjeu pour les marques demain, c'est pas d'être premier en audience, c'est d'être premier en audience consentie. Et pour ça, il faut avoir la confiance des internautes. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Expliquer ce modèle économique. J'ai vu qu'il y avait énormément de débats dans les réseaux sociaux sur ce sujet. Voilà, donc il va falloir vraiment expliquer les choses. Et je reviens sur ce que tu disais, marketing juridique. En tout cas, chez nous, chez Prisma, on va monter aussi une équipe qui va être là pour suivre ce consentement. Comment est-ce qu'évolue le consentement ? Quel est le message que je donne à un internaute qui vient depuis Google? Quel est le message que je donne à un internaute qui vient depuis un réseau social? Quel est le message que je donne à un internaute qui vient régulièrement sur nos marques? Donc le message ne peut pas être le même en fonction de sa provenance, de l'appétence qu'il a avec nos marques. Donc je pense que c'est d'ailleurs des nouveaux métiers qui vont se mettre en place. Mais encore une fois, l'enjeu, ça va être d'être, on va dire, les meilleurs sur l'audience consentie et pas sur l'audience au global. Et comment donc, à travers ce que tu dis, de cette contrainte en termes de perception, en fait, on en fait un atout marketing à travers ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est peut-être un concept. Certains diront que bon, ça mérite réflexion, mais moi je parlais de cette fameuse phase publicitaire 3.0. 1.0, c'est l'achat d'espace. 2.0, c'est l'arrivée de l'achat d'audience avec le programmatique au tout début des années 2010. Et là, une phase 3.0 à travers cette audience achetée, mais c'est d'abord une audience engagée qui a consenti le fait qu'elle soit tracée, et derrière c'est potentiellement une mine d'or en termes de connaissances clients aussi pour les annonceurs que tu peux accompagner et que nous accompagnons tous. Dernière question, et je vous demanderai d'y répondre très rapidement. Selon vous, quelles sont les alternatives pour cibler un utilisateur tout en conciliant son consentement et le respect du règlement? Quand je parle d'alternative, on pense beaucoup aux cookies. Donc, de ton point de vue, Mérave, même si on a quand même beaucoup parlé de ce point-là, quelles sont les alternatives donc, pour cibler un utilisateur tout en
conciliant son consentement et le respect du règlement. Alors, on a parlé de marketing juridique, j'en dirai pas plus parce que ça a été parfaitement développé par David. Peut-être, et puis l'univers logué qui est aussi l'une des solutions. Et en partant de cet univers logué, je pense que l'une des solutions est d'entrer à nouveau en contact avec son utilisateur. Et donc ouvrir davantage de fenêtres, de dialogues, de discussions pour bien définir ses attentes, ses besoins et ce qu'il refuse. Et là, on a, je pense, un profilage et un ciblage bien plus qualitatif. Merci Merav. De ton point de vue, Romain, les alternatives pour cibler un utilisateur tout en conciliant son consentement et le respect du règlement. Donc Merav vient de nous parler de la first party data. Beaucoup de gens en parlent. Peut-être qu'il y en a d'autres, de ton point de vue. Tout à fait. Alors, je pense que la first party data, déjà, c'est pas accessible à tous et ça sera forcément limité par rapport à une audience en général. Donc, sur une grande partie de l'audience, on aura des gens qui seront anonymes, donc pas de possibilité de personnalisation. Je pense que la technologie évolue très très vite pour construire de l'audience à partir sans données personnelles. Ça, c'est toutes les initiatives de Google. Effectivement, il y a une partie de cette audience qui, parce qu'elle aura confiance, qu'elle aura au moment de cliquer, fait ce vote de confiance envers la marque, pourra recevoir des services personnalisés, pourra confier plus de données personnelles qui pourront donner lieu à monétisation, à valorisation. Et il y a une petite partie peut-être de cette audience-là qui ira encore plus loin et qui engagera un dialogue avec la marque, donc dans lequel, en déclarant ses préférences, ses choix, on va pouvoir construire de nouveaux services qui jusqu'à présent n'ont pas forcément été imaginés. Et c'est vraiment comme ça que nous, en tout cas chez Didomi, on pense nos solutions. C'est que c'est pas très grave en fait si 80% des gens que vous avez sur le site sont anonymes. Au fond, ça vous empêche pas de faire très bien votre métier. Et c'est vraiment avec cette philosophie-là, je pense qu'il faut avancer à partir de maintenant. Donc trouver des atouts marketing alternatifs, entre guillemets, assez, si je puis dire alternatifs, mais en tout cas trouver un certain nombre d'atouts marketing à ces différents moyens ou différents leviers de récupération du consentement, si j'ai bien compris. Je veux bien développer. En fait, je pense que la technologie a un rôle à jouer aussi dans le sens où on a beaucoup construit de technologie autour de l'idée de personnalisation. Je pense que la technologie n'a pas besoin de données personnelles pour être performante. Et c'est un peu cette idée-là qu'on est en train de casser. Le consentement, c'est l'idée qu'on remet ça dans les mains des gens. C'est-à-dire, les gens vont comprendre ce qui va se passer pour la première fois, vont pouvoir dire oui, non, y souscrire ou pas. Pour tous ceux qui n'y souscrivent pas, en fait, la technologie a un champ d'innovation considérable pour apporter des services performants sans données personnelles. Et ça, je fais confiance à nos ingénieurs pour résoudre ce problème. Merci Romain. Ton avis et le mot de la fin sera pour toi, David, sur ces fameuses alternatives pour cibler un utilisateur tout en conciliant son consentement et le respect du règlement. Alors, on est en train de d'effleurer le prochain sujet qui est le cookie-less, en fait, la disparition des cookies. En tout cas, pour pouvoir continuer à cibler, il va falloir vraiment obtenir le consentement, c'est le préalable. Ensuite, pour la deuxième phase et la partie cookie-less, c'est le sujet de l'identification. Comment est-ce qu'on fait pour identifier l'internaute ? Il y a différents sujets. Il y a le sujet de tout ce qui est cohorte. Il y a également tout ce qui est système logué. Également tout ce qui est ciblage sémantique. Donc, c'est des sujets qu'on aborde. Tu viens de lister tous les prochains sujets de The Programmatic Society. On aura l'occasion d'en rediscuter. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Romain. Et merci beaucoup, Merav, pour nous avoir éclairé, j'allais dire définitivement, en tout cas, je le souhaite. En tout cas, définitivement. On ne sait pas, puisqu'on a vu qu'il y a pas mal d'ouverture en termes de création technologique, d'ingéniosité éditoriale et servicielle, j'allais dire, et également de réflexion sur comment faire en sorte que ce consentement soit à la fois, j'allais dire, conforme juridiquement, mais également conforme à une réalité d'expérience. C'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. Et je vous remercie vraiment de nous avoir, en tout cas, éclairé sur ces différents points. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur le plateau de The Programmatic Society. Merci. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour des règles de consentement CNIL. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Didomi et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.
Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.